L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous du dimanche soir sur Radio Sensation en association avec TV78, épisode 213. Mon invité ce soir est le maire de l'Étang-la-Ville, Daniel Cornalba. L'hebdo politique. Daniel Cornalba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes depuis 2020 le maire de l'Étang-la-Ville. Vous êtes également membre du bureau du mouvement européen et aussi de celui de l'association des petites villes de France. Alors nous aurons le temps de détailler tout cela au cours de cette émission. Mais d'abord, j'aimerais revenir sur vos premiers moments, vos premières années en tant que maire. Depuis le début, vous avez dû gérer la crise sanitaire. Ça a été un moment, j'imagine, très formateur pour vous. C'est le moins qu'on puisse dire. Déjà, merci de m'inviter. Et évidemment, en tant que maire, on a été sur le front tout du long. Il faut se dire qu'on est élu en juin 2020. Et donc, évidemment, on a eu la deuxième, la troisième, la quatrième vague. Et donc, on a tout de suite voulu, tout simplement, mettre les mains dans le cambouis. Je pense évidemment à la possibilité de faire un centre de test. Parce qu'on parle de vaccins aujourd'hui, mais à l'époque, il faut se rappeler que l'enjeu essentiel, c'était les tests. Et donc, c'était se mettre en capacité à le faire. C'était penser notamment à l'isolement des plus anciens. C'était penser à nos plus jeunes. Je pense à la santé aussi mentale des jeunes. C'est un débat qui est très fort actuellement. Mais c'est vrai que sur tous ces sujets, il fallait être sur le front. Et on oublie parfois, mais qu'il y ait ou non confinement, une mairie, elle doit continuer à fonctionner sur toutes ses missions, y compris les contrôles d'urbanisme, y compris l'état civil, etc. Donc c'était vraiment la mobilisation de tous les agents. Et là, je crois qu'il faut vraiment faire preuve d'une capacité à s'adapter. Et je crois que c'est la force aussi des petites villes, c'est d'avoir cette proximité, peut-être de déceler plus facilement là où il y a une difficulté pour une famille, par exemple, ce qui serait peut-être plus compliqué dans une grande ville avec un certain anonymat. Mais on en parlera peut-être sur le lien par rapport aux petites villes. Vous n'avez pas encore 30 ans. Qu'est-ce qui vous avait donné envie de vous engager en politique ? Effectivement, je vais avoir 30 ans bientôt. Pas encore. Je suis engagé de longue date dans la vie associative. J'étais déjà membre des Jeunes Européens qui sont en lien avec le mouvement européen, on en dira un mot. Donc de longue date, j'étais engagé de par mes études. Voilà, c'est le sentiment et la volonté d'être utile là où on est, faire ce que l'on peut. Dans le monde associatif d'abord. J'ai été élu en 2014 en tant que conseiller municipal et on m'a poussé en 2020 à me présenter sur une liste et à être tête de cette liste. Et ma foi, j'ai accepté cet appel que l'on faisait. Et puis ma foi, on a créé une belle liste associative, on va dire, pour porter pas mal de combats, à la fois sur la démocratie locale, sur la revitalisation des centres-villes, sur la question de la transition écologique. Et donc je suis depuis maintenant quasiment 2 ans... pleinement maire de ma commune et je crois que c'est l'une des plus belles fonctions qu'on puisse avoir. Alors justement, quelles sont les principales valeurs et convictions que vous allez défendre tout au long de votre parcours politique ? Alors déjà dans mon mandat, si je peux me permettre, dans les 6 ans là, en cours du mandat, il y avait 3 engagements forts. Je ne veux pas être beaucoup plus long, mais 3 engagements forts. La démocratie locale, puisque comme vous le savez peut-être, notre commune avait échappé de peu, si j'ose dire, à une sorte de fusion, absorption avec une grande ville voisine. Donc il y avait un vrai enjeu localement de démocratie locale et de dire que sur une décision aussi structurante, il faut que la population décide. Donc il y avait cet enjeu et qui se transmet ensuite tout au long de la mandature dans de la concertation, de la participation des citoyens. Deuxièmement, la revitalisation des cœurs de ville, parce que dans les petites villes, un des vrais enjeux, c'est comment maintenir des commerces, comment maintenir des artisans, comment faire vivre une vie culturelle et sportive. Et enfin, troisièmement, c'est une conviction aussi personnelle, c'est la question de la transition écologique, être exemplaire en tant que mairie, mais aussi tout simplement préserver un environnement qui est assez incroyable à l'Étang-la-Ville. Je ne sais pas si vous y avez déjà été, mais en tout cas c'est une sublime ville. Et donc je disais, c'était les 3 points forts. J'en ajoute juste un 4e qui, évidemment, avec la crise sanitaire, a sauté aux yeux, c'est la question de la solidarité. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur les enjeux de solidarité. Et on voit vraiment, quand on est maire, que la mairie, la commune, c'est vraiment le filet de base en matière aussi de solidarité. Alors, nouvelle année, nouveaux vœux en général. Ça se fait en présentiel. Cette année, encore une fois, c'est à distance. Quelle formule est-ce que vous avez choisi, vous ? Alors, on a choisi la vidéo. Et puis, à ma foi, les vœux à l'ancienne aussi. Je ne sais pas si c'est old school, mais la carte de vœux un peu traditionnelle. Et puis après, aller voir les commerçants, aller discuter avec les associations. Moi, je crois beaucoup au contact. Et c'est vrai que pas pouvoir le faire de façon physique, c'est un crève-cœur. Donc, une autre façon de faire, c'est tout simplement, comme on le fait quasiment tous les jours, être sur le terrain, aller au marché, saluer les gens. Parce que c'est aussi comme ça qu'on entend ce qu'ils ont à nous dire. Je crois que certains politiques disaient que quand on est maire, on est à portée de baffe. On est parfois aussi à portée de remontrances ou de compliments, ça dépend. Mais je pense que c'est utile de voir les gens.
Quelles seront les priorités pour l'étang-la-ville en 2022 ? Il y en a quelques-unes. La priorité, il y en a déjà une à laquelle je pense de toute évidence, c'est le cabinet médical pluridisciplinaire. On a un vrai besoin de médecins, ça fait depuis 2008 au moins qu'on en parle, on va le faire. On obtient a priori, je le dis et en le disant ici, j'espère que ça sera d'autant plus vrai, des financements de la région, de l'ARS pour pouvoir mettre en place ce cabinet médical et avoir comme ça un troisième médecin parce que c'était un vrai besoin. Ça, c'est une priorité. La deuxième, c'est toute la concertation actuelle sur le devenir du site scolaire. La population a augmenté de plus de 10%, donc il faut adapter nos équipements, mais pas n'importe comment. Et donc ça pose des questions. Est-ce qu'il nous faut des équipements sportifs ? Comment on l'insère dans son environnement ? Comment on isole thermiquement, etc. Donc ça, c'est deux grands sujets structurants pour les mois qui viennent. En 2022, il y aura aussi la fin de la construction de la ligne 13 du tramway express qui desservira notamment l'étang-la-ville. Cette ligne va-t-elle améliorer l'attractivité de la commune ? Je pense très, très nettement. C'est une très belle commune qui est déjà très attractive. On a la chance d'avoir 2 gares sur le territoire, ce qui est assez exceptionnel. On en aura une 3e. J'ai bien conscience que pour une ville de notre taille, c'est assez exceptionnel aussi. Pour dire les choses concrètement, on sera à 15 minutes du centre-ville de Saint-Germain-en-Laye. Son cinéma, sa piscine, le RER A, et de l'autre côté, pareil du côté de Saint-Cyr et aux portes de Versailles, le RER-C. Donc c'est effectivement beaucoup de facilité d'usage. Je pense que ça va chambouler la vie de pas mal de monde, et on s'en rend pas encore assez compte. Je pense que les gens pour le moment voient les travaux, ils voient la ligne s'esquisser, mais on n'arrive pas encore tout à fait à se dire ce que ce sera. Et puis je pense aussi en termes de tourisme, puisqu'on sera vraiment à 2 pas désormais de la ferme de Galie, mais aussi du parc du château de Versailles. Et là, je pense que pour tout un tas aussi de maisons d'hôtes, c'est vraiment un développement possible touristique qui jusqu'alors n'était pas forcément envisageable. Et enfin, un dernier point où ça peut changer les choses, c'est qu'on sera relié à des bassins universitaires, surtout si la ligne est poursuivie à l'avenir vers Cergy. Et donc ça permet d'envisager par exemple du logement étudiant, ce qui jusqu'à maintenant aurait été complètement anachronique ou complètement décalé par rapport à notre réalité. Vous êtes membre du bureau de l'association des petites villes de France, une association qui existe depuis 1989 pour défendre les intérêts des villes entre 2500 et 25 000 habitants. L'étang-la-ville, elle en compte 4500 environ. Elle rentre donc dans cette catégorie. Alors comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à être membre de ce bureau ? Alors c'est en effet question importante, je précise quand même, ça c'est l'orgueil du Stagnovillois qui parle, le chiffre que vous indiquez sur la population, c'est les chiffres de l'INSEE, et comme on le sait, c'est un de nos combats, on aimerait bien que le recensement se fasse plus souvent, donc on a dépassé les 5000 dans les faits, mais ça n'est pas encore reconnu dans les chiffres, mais passons. La précision est importante. Non, je préfère le dire, exactement. La PVS, je trouve, est une très très belle association. Je lis juste 2 mots parce que pour les gens qui nous écoutent, ça peut paraître parfois compliqué entre l'AMF, toutes ces associations qui existent. Pour faire simple, l'Association des maires de France accueille en quelque sorte quasiment tous les maires de France, quels qu'ils soient, quelle que soit leur taille, de la plus grande à la plus petite. Et ensuite, pour défendre en quelque sorte et relayer les problématiques spécifiques des villes en fonction de leur taille, il y a des associations dédiées. Et donc l'association des petites villes, comme vous l'avez dit, et donc c'est sur ce créneau de 2500 à 25 000, qui a vraiment beaucoup de spécificités. Et moi, c'était une évidence, et je crois y compris pour notre ville, d'y adhérer, précisément parce que je crois que les habitants sont très attachés à la taille de notre commune, c'est-à-dire une ville de proximité, une ville où finalement il y a aussi un esprit de village qui perdure, il y a le caractère du centre-ville, son église, ses vieilles rues, c'est une chose, mais voilà, il y a quand même un contexte particulier, et être membre de la PVF, ça permettait aussi de relayer vis-à-vis du Parlement, vis-à-vis du gouvernement, un certain nombre de problématiques spécifiques. En ce moment, c'est l'explosion des coûts, notamment de l'énergie. Je prends juste cet exemple-là, mais il y en aurait d'autres. Ça nous permet aussi d'avoir des informations et de s'inspirer de ce que font d'autres villes de la même strate. Et donc, on m'a proposé d'être membre du bureau, peut-être parce qu'on voulait aussi des maires, je ne sais pas, plus jeunes. Bon, voilà, il y a toute une diversité dans la PVF, mais qui vraiment est dans l'ensemble des départements français. Et je trouve que c'est une très très belle structure, et je conseille vraiment, si des maires nous écoutent et qui sont dans cette strate, de nous rejoindre, parce que plus on est, plus on pèse, plus on est écouté. Justement, vous parliez de l'énergie, personne n'y a échappé, les prix ont connu une forte augmentation récemment. Si les particuliers ont vu les prix être plafonnés par l'État, ce n'est pas le cas des collectivités. Quel impact justement ça peut avoir sur une petite commune ? C'est énorme. Avec la PVF, justement, on a voulu un peu interpeller le Premier ministre, parce qu'il y a des sujets où on a des flambées de prix, où on n'a pas idée. Les particuliers, effectivement, ont eu le droit à un certain nombre d'aides ou de plafonnements. C'est vrai aussi pour les entreprises.
On a considéré notamment que les patrons devaient pouvoir bénéficier d'un certain nombre de dispositifs. On a étrangement oublié que les maires et les communes sont aussi des patrons, et pas n'importe lesquels. Quand même, il y a énormément de personnes qui travaillent en collectivité. Et donc on a voulu aussi donner ce signal d'alarme. Dans une commune comme la mienne, le coût d'énergie sur les coûts d'entretien courants, c'est quasiment 25%. Donc vous imaginez que si on a une explosion des prix de 30% ou plus encore, parce que dans certaines villes, on a vraiment des explosions où on atteint des chiffres assez faramineux, ça veut très concrètement dire, vous imaginez que quand on dit 25% de notre entretien courant, ça peut aller très vite, très haut. Et ben, si c'est autant d'argent qui est capté sur l'inflation, c'est autant de sous qu'on n'a pas pour d'autres politiques qui sont pourtant attendues par les citoyens. Donc c'est là où on a vraiment un appel que nous faisons au gouvernement, et je pense qu'on a bien fait en tant qu'APVF de s'en saisir, et d'être d'ailleurs une des premières associations de maires à s'en saisir. Et pour l'instant, est-ce qu'il y a eu une réponse ? Non. On n'en a pas eu, et alors j'espère bien, parce qu'on a à nouveau relancé, on a appuyé, on nous a dit qu'il fallait analyser les choses, il faut toujours analyser, mais à un moment donné, il faut aussi agir. Il y avait des plafonnements autrefois, à un moment, ils ont été dérégulés pour tout un tas de raisons, parce qu'on ne se projetait pas dans des crises à venir. On en a presque oublié qu'il pouvait y avoir des fluctuations des prix, et on le paye aujourd'hui. Donc je pense que c'est là où on voit d'ailleurs que souvent des choix, des décisions qui peuvent paraître anodines il y a quelques années, peuvent avoir d'énormes conséquences quand à un moment donné il y a un retournement de conjoncture, et là c'est clairement le cas aujourd'hui. Sur l'essence, pendant qu'on y est, elle continue à être extrêmement chère. Avec un peu de recul maintenant, est-ce que vous trouvez que la prime de 100 € qui a été versée pour les salariés qui ont gagné moins de 2000 €, c'est une bonne solution, suffisante, ou qu'il faut aujourd'hui d'autres mesures encore ? J'ai vu que d'autres mesures avaient été annoncées là, tout récemment par le Premier ministre. Bon... Moi, je veux dire, il faut prendre, effectivement, on a dû aménager, notamment pour les agents de la commune. Nous, c'est aussi quelque chose que l'on a payé. Alors, nous, c'était en janvier, là où pour la plupart des personnes, ils l'ont perçu en décembre. Je pense que c'est toujours une bonne nouvelle dans une période d'inflation que de faire face à ce dispositif. Mais fondamentalement, on pourra toujours aligner des dispositifs. C'est toujours aussi complexe, je pense, pour pas mal de personnes. Ça pose des vraies questions, aussi plus globalement sur la rémunération. Quand on parle de valeur travail, c'est comment on rémunère aussi le travail. Donc je pense qu'il y a des vraies questions autour de ça, qui doivent, à mon avis, être au cœur des échéances à venir. Vous voyez à quoi je fais référence. Il y a quelques débats en cours. Je pense qu'il faut vraiment que ce sujet soit abordé, la question du pouvoir d'achat ou des inégalités, peu importe comment on l'appelle. Mais en tout cas, là, il y a un vrai sujet. Et donc là, c'est une réponse, mais sans doute qu'il y en a bien d'autres. Alors vous êtes maire, mais vous êtes également engagé pour le mouvement européen. Donc vous êtes membre du bureau de ce mouvement. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Tout à fait, et avec grand plaisir. Le mouvement européen France est un grand mouvement qui s'est constitué après-guerre par un grand nombre de citoyens, d'hommes et de femmes qui se sont dit, évidemment, après la déflagration qu'a été la Seconde Guerre mondiale, qu'il fallait se retrousser les manches pour aussi essayer de construire la paix très concrètement, créer des ponts entre les pays, tout simplement. Et donc le mouvement européen, c'est pas juste un mouvement français, c'est un mouvement qui existe quasiment dans toute l'Union européenne, et d'ailleurs au-delà, de façon assez intéressante, et qui ensuite a des antennes, si j'ose dire, nationales, et ensuite dans chaque département, quasiment, vous avez des mouvements européens. Le mouvement européen, c'est quoi ? Pour faire simple, là encore, 3 idées fortes. La première, c'est informer sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'Europe plus généralement. On sait que c'est compliqué, et pour pouvoir en débattre, c'est déjà bien de connaître les règles. On parle beaucoup en ce moment de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Je suis à peu près certain que la plupart des gens qui nous écoutent ne savent pas ce qu'est le Conseil, tout simplement, de l'Union européenne. Donc c'est expliquer le fonctionnement, premièrement. Donc y compris intervention dans les écoles, organisation de conférences, production d'un certain nombre d'éléments, de brochures pour informer, à l'échelle vraiment de tout le pays. Deuxièmement, c'est faire naître un débat sur l'Europe que l'on veut. Il y a régulièrement des débats, mais c'est important qu'ils se tiennent. On peut avoir des visions différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que le mouvement européen n'est pas un parti. C'est une association. On peut être d'ailleurs d'horizons différents et en être membre. Et le but, c'est de dire, on a des différences, et on peut avoir des visions alternatives de ce que doit être l'Europe, et ben on en débat. Ça, c'est un point essentiel, et je crois que ce mouvement fait vivre le débat en France. Et après, troisièmement, c'est faire des propositions nous-mêmes sur la base de ces débats, de ces informations, de dire comment on peut peut-être démocratiser davantage encore l'Union européenne, à rendre plus compréhensible, plus accessible, plus efficace encore. Il y aurait pas mal de sujets qu'on peut évoquer, mais c'est vraiment les 3 piliers de ce mouvement. Et là, dans la campagne présidentielle notamment, un de nos enjeux, c'est d'interpeller les candidats et de dire, par exemple sur l'Europe, quelle est votre position ? On a eu les positions de certains, pas de tous, donc c'est important que chacun s'exprime et qu'en connaissance de cause, après les élections, on sache qui s'engage sur quoi.
Pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle représente, l'Union européenne ? Alors, elle représente énormément de choses. À la fois, c'est des institutions, on sous-estime, je pense, à quel point elles ont évolué et qu'elles se sont démocratisées. Le rôle du Parlement européen est devenu assez central. On sait que Simone Veil en a été la présidente, mais depuis l'époque où elle en a été la présidente et aujourd'hui, il y a eu un nombre de pouvoirs conséquents qui ont pu être attribués. Moi, je trouve que la Commission européenne, donc une sorte de quasi-gouvernement européen, mais en tout cas que les institutions européennes se sont largement politisées. C'est une bonne chose. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'y compris les partis d'extrême droite, et clairement vous comprendrez que je n'en suis pas, j'entends que ceux-là même qui disaient il faut sortir de l'Union européenne, il faut sortir de l'euro, c'est plus le discours qu'on entend aujourd'hui. C'est plus un discours qui s'assume politiquement. Alors il y a d'autres critiques qui peuvent être faites, mais c'est intéressant que le débat a quand même évolué. Maintenant, foncièrement, moi, ma conviction, c'est que l'Union européenne, pour être acceptée, pour être, je ne sais pas si le mot c'est de dire aimée, elle a besoin d'être efficace, elle a besoin d'être comprise. Et moi, je pense sincèrement que, par exemple, dans la mondialisation, dans le commerce extérieur, dans la lutte contre le dérèglement climatique, pour donner juste ces quelques exemples-là, on peut agir en tant que France, évidemment, mais le poids que l'on a en tant qu'Union européenne, avec plus de 400 millions d'Européens, change fondamentalement la donne. Si vous négociez un contrat ou un traité avec les États-Unis, si vous êtes 67 millions versus 320 millions, c'est pas tout à fait la même chose que 320 versus plus de 400. Avec une Europe qui sous-estime, je pense, sa puissance potentielle, à la fois sa capacité en termes de pouvoir d'achat, son influence possible. Et je dis juste un mot là-dessus. Je pense qu'il y a un vrai enjeu, il y a différentes conceptions de ce que doit devenir notre monde, notre planète. Il y a plusieurs visions du monde. Et je pense qu'en tant qu'Européens, on en a une qui est notamment fondée sur la dignité humaine de tous les êtres humains, sur l'état de droit, ce qui est loin d'être, quand on regarde en Chine ou dans d'autres pays, c'est loin d'être acquis, la question de l'état de droit. Et je crois aussi une conviction qu'il faut une trajectoire qui nous fasse respecter les accords de Paris de 2015. Rien que sur ces 3 points-là, je pense que l'Europe a une voix singulière dans le monde, il faut qu'elle la défende, et à 27, on sera toujours plus fort que tout seul. Depuis le 1er janvier, la France est présidente du Conseil de l'Union européenne. Est-ce que, selon vous, les grands médias français parlent-ils assez de cette PFU, comme on l'appelle ? Est-ce qu'ils en parlent assez ? On peut toujours en parler plus. J'ai vu qu'on a beaucoup parlé drapeau. C'est déjà ça. Au moins, tout le monde connaît la couleur du drapeau européen. C'était la première polémique. Exactement. Au début de l'année. Non, mais je dis ça en plaisantant, parce que je trouve que c'est un sujet, somme toute, second. Enfin, c'est pas le fond du sujet. La problématique que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une PFUE, comme vous dites, donc présidence française du Conseil de l'Union européenne, qui tombe en même temps que l'élection présidentielle. Donc c'est sûr que ça va grésiller, et que le temps utile pour cette présidence, elle va forcément être un petit peu rabotée, puisqu'à un moment donné, je ne connais pas, je ne suis pas dans le secret, voilà, mais il est probable qu'au cœur de l'élection, quand tout le monde se sera déclaré candidat, il sera plus forcément possible d'être totalement au travail au niveau européen. Par contre, je pense qu'il y a énormément de combats à mener. On a parlé de la question du salaire minimum européen, on a parlé d'un certain nombre de directives et d'objectifs en matière de dérèglement climatique. Il y a plein de sujets où cette présidence est attendue. L'actualité ne manque pas. Exactement, l'actualité ne manque pas au niveau européen sur quasiment tous les sujets. Et donc je pense qu'on a besoin d'une présidence forte qui impulse des idées. J'ai l'impression que c'est la conviction actuelle qui est portée par le gouvernement. Moi je pense que l'idéal aurait été qu'on ait une présidence pleine et entière pendant 6 mois. Là elle sera forcément morcelée, on ne connaît pas le résultat des élections présidentielles. Donc il y aura aussi 2 temps. C'est aussi compliqué pour nos partenaires européens, et on l'a vu tout récemment au Parlement européen, que finalement, voilà, le débat présidentiel s'immisçait même dans le Parlement européen, ce qui est assez inédit. Donc voilà, je pense qu'on va finalement plus parler de l'élection présidentielle que de l'Union européenne. Ça, c'est sans doute dommage, mais à nous de faire en sorte qu'on parle d'Europe dans l'élection présidentielle. Est-ce que vous avez senti une dynamique qui s'est créée depuis le 1er janvier et le début de cette présidence ? Est-ce qu'on parle plus d'Europe qu'avant, en tout cas ? C'est clair que de toute façon, dans la presse, dans les médias, on en parle davantage. Ça oblige aussi un certain nombre de candidats à poser concrètement leur vision des choses. Leur vision, on a vu voilà. à Strasbourg notamment. Exactement. Donc ça, c'est le point positif, c'est que ça oblige tout le monde à dire si je suis élu, qu'est-ce que je fais sur l'Europe ? Donc ça, à la rigueur, tant mieux. Moi, ce que je constate, c'est que la mobilisation, elle n'est pas que politique. Elle est aussi associative, elle est aussi dans la société civile, comme on dit. Moi, je vois beaucoup d'associations qui ne sont pas forcément engagées sur l'Europe à la base, qui se disent, tiens, voilà, je vais organiser telle conférence, ou je vais essayer de mettre en visibilité. Je pense par exemple à beaucoup de porteurs de projets qui font l'objet de financements européens, et qui sont souvent financés par les villes, par les intercos, les départements, les régions, et aussi par l'Union européenne. Là, il y en a pas mal qui nous disent, on veut
pour le mois de mai, qui est un peu le mois de l'Europe, faire des portes ouvertes, que les gens découvrent. Et on ne sait pas toujours que l'Union européenne, par exemple, finance assez massivement, d'ailleurs, par des politiques sociales aussi, la réinsertion, notamment des jeunes dans l'emploi, la question des quartiers populaires. Il y a énormément de financements qui sont mis sur la table, qui sont trop souvent ignorés. C'est l'occasion aussi d'en parler et dire que l'Europe, en vérité, elle peut être sociale, elle peut être écologique, enfin, elle peut être beaucoup de choses. En tout cas, elle finance énormément et que parfois, sur les territoires, c'est un partenaire décisif. Alors la critique qui revient sur le financement, c'est que l'Europe finance des projets, mais que finalement, c'est l'argent de la France, puisqu'elle est contributrice nette. Qu'est-ce que vous en... Alors, ce qui est intéressant, parce que c'était un des arguments pour le Brexit. Donc, au Royaume-Uni, on avait cet argument-là aussi. Il y a juste une information qui est tombée, je crois, cette semaine, qui est assez intéressante, c'est que depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, les financements directs aux territoires, aux collectivités, ont baissé. Donc c'est intéressant parce que la Grande-Bretagne passait son temps aussi à dire ça, c'est-à-dire mais finalement on nous prend notre argent dans une poche, on nous donne quelque chose dans une poche, mais en vérité on nous l'a pris dans l'autre. Donc en fait on s'y retrouve pas. C'est intéressant de voir qu'en fait quand on est dans l'Union européenne, on réfléchit à plusieurs sur justement quelles sont les priorités qu'on se donne collectivement. Pour le monde rural, par exemple, quelle est la priorité qu'on se donne pour les quartiers populaires, quelle est la priorité qu'on se donne pour la réindustrialisation, quelles sont les normes collectives qu'on se donne pour éviter qu'il y ait du dumping social, du dumping fiscal, etc. Je pense qu'il faut aller plus loin. Mais c'est intéressant de se dire que déjà on réfléchit à plusieurs. Et que quand un pays quitte l'Union européenne, au moins maintenant on a cet exemple-là. On constate que ceux-là qui disaient « mais attendez, il n'y a pas assez d'argent pour notre hôpital, il n'y a pas assez d'argent pour nos territoires », finalement depuis qu'ils en sont partis, il y en a encore moins. Ce qui pose une vraie question au Royaume-Uni sur la répartition des richesses, mais ça c'est à la rigueur leur problématique, mais preuve que l'Union européenne peut être un vrai levier d'action. Et moi je dirais juste un sujet, pour moi la problématique sur les financements, c'est pas tant celui que vous avez évoqué, pour moi le vrai sujet, c'est d'aller les récupérer, que c'est pas acceptable que vous ayez des enveloppes budgétaires qui soient pas utilisées à 100%, parce que souvent c'est trop complexe, notamment les collectivités, je pense aux petites villes, se sentent un peu démunies, parce qu'on n'a pas les moyens de recruter de façon dédiée une personne qui va faire que des financements européens. Que des demandes de subventions. Exactement, parce que ça a un coût. Moi, ce que je plaide, ça dépend toujours de la taille des communes, mais par exemple, une commune comme la mienne, c'est qu'au niveau d'une intercommunalité, c'est le cas dans la nôtre, Saint-Germain-Boucle-de-Seine, on se dise, tiens, on a un projet de territoire, on a un plan climat qu'on est en train de développer ensemble, on a des projets dans chacune de nos villes, pourquoi pas demander tout simplement aussi à la communauté d'agglomération d'être ce levier-là. Et finalement, on répartit le coût du recrutement de quelqu'un qui va pouvoir avoir cette expertise pour aller chercher les financements. Moi, tout seul, mes projets n'auraient pas des montants très élevés. L'intérêt et l'attractivité, peut-être, pour l'Union européenne serait moindre. Quand on est, comme c'est notre cas, à plus de 300 000 habitants, là, tout de suite, on arrive sur des montants conséquents et on a plus de chances de toucher ces financements. Et donc, je suis content que c'est justement la voie que prend notre agglo. Étant moi-même au sein de l'agglo, on charge notamment de la nature en ville, la préservation des forêts. Il y a pas mal d'enjeux en termes de financement sur ces sujets-là. Et donc, je suis content qu'on ait fait ce choix collectif qui, j'espère, nous rapportera des financements et donc du service public supplémentaire pour nos habitants. Selon l'Eurobaromètre via Voice, pour France Info, 65% des Français souhaiteraient être mieux informés sur l'Union européenne et surtout sur les réalisations concrètes de cette dernière, comme les subventions dont vous avez parlé. En tant que maire de l'Étang-la-Ville, quel retour est-ce que vous avez des habitants ? Est-ce que vous sentez un intérêt particulier pour l'Union européenne et pour ces questions ? Alors moi, je triche un tout petit peu parce que dans ma ville, c'est le cas dans beaucoup de villes, mais il y a une vraie diversité européenne, très très importante parce que on est une ville qui est à la frontière entre le monde rural et en même temps on est une des dernières villes, si j'ose dire, dans la zone urbaine ou l'agglomération parisienne en quelque sorte. Après c'est le pourtour de la forêt de Marly et ensuite une zone un peu plus rurale. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais 2 tiers de mon territoire c'est de la forêt. Donc tout simplement pour vous dire qu'on est vraiment à cette frange-là. Et donc finalement, on a pas mal de personnes qui, d'origines diverses, européennes mais au-delà, habitent ma commune. Puis parce qu'on a la proximité du lycée international de Saint-Germain-en-Laye, juste à côté, on a un certain nombre de grandes entreprises et des lignes de train qui nous amènent à la Défense à Paris. Donc on a une vraie diversité européenne. Donc je pense que le sujet européen est peut-être déjà davantage compris. Et quand j'organisais en tant que responsable à l'époque du mouvement européen une fête de l'Europe ou un certain nombre de conférences, généralement on avait ça le comble. Je sais que c'est pas le cas partout. Donc je pense que, quand vous avez dit tout à l'heure, les Français souhaiteraient être mieux informés, je les comprends totalement. Je pense que c'est notre rôle en tant qu'association, mais c'est collectivement peut-être le rôle des maires, le rôle des responsables politiques d'être capables d'expliquer cela. La vérité, c'est que les maires et les élus sont parfois eux-mêmes assez peu formés sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et encore au Congrès des maires de France en novembre dernier, quand j'en parlais avec des collègues, c'était intéressant, beaucoup disaient sur les financements européens,
j'ai vaguement une idée de chez qui toquer pour obtenir des sous. Par contre, qu'est-ce que la Commission européenne? À quoi sert le Parlement européen? Qu'est-ce que le Conseil de l'Union européenne? Souvent, il y a des mélanges. Quand on rajoute le Conseil de l'Europe, le Conseil européen, les gens se mélangent. Et c'est vrai qu'il faut le reconnaître. Les noms, les mots se ressemblent tellement qu'à la fin, les gens ne comprennent pas trop. Et je pense d'ailleurs il y aurait sans doute un choc de simplification à faire là. Vendredi 11 février, la Maison de l'Europe des Yvelines célébrera ses 20 ans. Elle est membre de la Fédération française des maisons de l'Europe, elle-même qui est membre du mouvement européen France. Elle a pour objectif de réduire le fossé qui peut exister entre les institutions européennes et l'échelon local. Il y a aujourd'hui une trentaine de maisons de l'Europe partout en France. Est-ce que ce sont des initiatives qu'il faudrait développer encore plus ? Ah oui, je soutiens à 100% la Maison de l'Europe des Yvelines, que je salue. Je salue évidemment sa présidente, je salue sa directrice, qui sont alors évidemment pas loin de l'Étang-la-Ville, donc on les connaît bien, mais c'est vraiment un incroyable support, à la fois pour les citoyens. Il faut savoir, tout citoyen qui toque à la porte parce qu'il veut des renseignements, qui veut s'inscrire à la newsletter, ou que sais-je, pour avoir des infos, peut les avoir. C'est un partenaire essentiel pour les collectivités, précisément pour être au courant des financements qui existent, peut-être des écueils à éviter. On a là une équipe à la fois de permanents mais aussi de bénévoles qui est assez incroyable, qui est en soutien. On parlait du mouvement européen tout à l'heure, mais c'est un partenaire évident. Je pense à la Maison de l'Europe de Paris, je pense à de nombreuses maisons de l'Europe en France. Il n'y en a pas dans tous les départements, mais dans beaucoup de départements. Et oui, c'est un soutien colossal, essentiel. Merci beaucoup, Daniel. Non, mais merci à vous pour le temps que vous avez consacré à avec notre nous. Je rappelle que vous êtes le maire de l'Étang-la-Ville. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Politique.